Yo tout le monde. Salut tout le monde et bienvenue pour le rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue au rendez-vous. On est de retour. Des gros sujets cette semaine. En fait non, il n'y avait pas vraiment de gros sujets cette semaine. On a eu du mal. C'était compliqué. On a cherché les sujets. Mais il y a des trucs intéressants. Donc par exemple, à quoi on a le droit cette semaine? On va parler de l'Iran qui doit s'arrêter à cause de la chaleur, qui est une première fois dans l'histoire du pays. Peut-être même dans le monde. Du monde, ouais. La France qui a été condamnée par l'Union européenne à propos des violences policières. Plutôt une bonne nouvelle. On va en parler. Et un nouveau rapport sur le coût social des drogues. Super intéressant. Les résultats vont vous étonner. Des sujets... Il y a d'autres sujets, hein. Il y a par exemple l'intelligence artificielle. Donc l'engouement est un peu retombé, hein, par rapport à plus tôt dans l'année. C'est vrai. Mais là, il y a quelqu'un qui a voulu l'utiliser en pratique et ça a donné des résultats intéressants, voire littéralement suprémacistes blancs. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Ah. Et on vous parlera de la semaine de 4 jours. Il y a une nouvelle étude qui est tombée sur le sujet. Allez, lance-nous le générique. Bon, et bah alors qu'est-ce qui se passe en Iran? Comment c'est possible? Le pays entier est à l'arrêt apparemment. Les autorités ont ordonné la fermeture des banques, des écoles et des administrations publiques alors que la température dépasse les 50 degrés dans le sud du pays. Est-ce que t'as déjà vécu sous 50 degrés? T'es déjà sorti dehors sous 50 degrés dans ta vie? Je me rappelle que l'année dernière, il y a eu un jour où je crois qu'il a fait 42 degrés en Ile-de-France. Ouais. Et même 42 degrés, c'était déjà assommant. C'est-à-dire qu'en sortant dehors, tu disais, oula, c'est pas fait pour vivre cet environnement. 50 degrés, je crois que c'est la limite de survie de l'humain. Vraiment, on est à un stade où tu restes à cette chaleur-là. Et je crois que les températures dont on parle là, c'est mesuré à l'ombre, hein, si je me trompe pas. En vrai, sur la survie de l'humain, ça dépend du taux d'humidité. C'est un rapport, c'est la température, le wet bulb température, si on veut être précis. Moi, juste, j'ai une expérience. Personnellement, j'étais en Asie du Sud-Est, vers Hong Kong, dans ces eaux-là. Les gens, 35 degrés dehors avec 100% d'humidité. Lui demandez pas pourquoi il était là-bas. Hein. Mec, j'essaie juste de raconter. Vas-y. Ok. Ça n'a rien à voir. 35 degrés avec 100% d'humidité, entre ça et 35 avec, je sais pas moi, 10%, 30%, des trucs qu'on a habituellement nous en Europe occidentale. Enfin, ça n'a rien à voir. Hein. C'est totalement catastrophique. Et genre, rien qu'avec ces températures-là, ils ont besoin d'avoir la clim dans absolument tous les bâtiments, tous les logements et tout. Donc là, 50 degrés, je connais pas trop les conditions, je sais pas trop à quel point c'est humide ou pas. Juste pour qu'on... C'est fou, quoi. Juste pour qu'on se rende compte de quoi il s'agit. En fait, c'est quelque chose dont parlaient les gens qui rédigent le rapport du GIEC, les scientifiques, depuis un bon moment. Il y a un stade où les températures piquent. Donc oui, la moyenne de température reste vivable. Mais les températures piquent font que les villes, les pays qui ne sont pas habitués à des hautes températures vont se retrouver dans des cas de figure où la vie humaine ne sera pas praticable. Et donc là, bien que jusqu'à maintenant, il y a eu des expériences météorologiques assez catastrophiques qui ont poussé les gens à... Il y a eu des catastrophes naturelles, des choses comme ça. Là, c'est différent. Parce que là, c'est juste... C'est la météo. C'est la température qu'il fait aujourd'hui. C'est pas un épisode météorologique anormal. C'est pas une tempête. C'est pas... Non, c'est juste... Aujourd'hui, il va faire 50 degrés. Et du coup, on est obligé... Donc là, l'Iran a décidé d'arrêter le pays, en fait. On parle de carrément banque, école, université, administration publique, même certaines sociétés privées. Donc techniquement, si on envoie les gens travailler, on sait qu'on les met en danger de mort parce qu'ils pourraient pas survivre. Et du coup, ils font comment? Bah, moi, je me demande, parce que même à l'intérieur, dans des conditions comme ça, si ta maison est très mal isolée et que t'as aucun moyen de rafraîchir ta maison, c'est horrible. Là, on va rentrer dans des stades où, oui, il va y avoir une mortalité assez élevée. Il va y avoir des gens qui vont juste plus pouvoir. Il y a toute une partie de la Terre qui va devenir inhabitable. Et il faut y penser dès maintenant.
parce qu'il faut dès maintenant commencer à habiliter nos infrastructures. C'est ça, genre il faut planifier pour que... Parce qu'évidemment, sur le long terme, il va y avoir des migrations massives. Ouais, bah selon les autorités iraniennes, le nombre de consultations dans les centres médicaux en Iran a triplé en raison de cette vague de chaleur. Les services d'urgence dans de nombreuses villes du pays sont en état d'alerte depuis quelques jours. Et voilà quoi. Et il y a aussi apparemment une pénurie d'électricité dans le pays. Alors là, la combinaison pénurie d'électricité, du coup, parce que leur système de Est-ce qu'il y a pas, c'est de pas pour les clim et clims, tout, ouais. bah ouais, genre, c'est Moi, j'aimerais qu'on voit ça comme catastrophique. pas comme un signal genre regardez, ça y est, c'est Doomsday, on est tous foutus. J'aimerais qu'on voit ça comme regardez, en fait, ça arrive vraiment, il faut le prendre le problème au sérieux et il y a des moyens d'y répondre. Ouais. Parce que de fait d'installer des pompes à chaleur, d'isoler les logements et les bâtiments publics, Isolation thermique, ouais. si tout ça s'était fait, une situation comme celle-là, ce serait un mauvais moment. Mais ça ne remettrait pas en question la vie des citoyens. Ouais, et puis il n'y aurait pas à littéralement fermer l'ensemble du pays, quoi. Même à des pertes. Ouais, même si on part du principe que tout le réchauffement climatique est inévitable et qu'on va... Voilà, même dans ce cas de figure, il faut continuer à se battre pour mettre en place des infrastructures qui continuent à permettre la vie sur Terre ou là où les gens habitent. C'est ça le truc, moi j'ai l'impression tellement de gens... par rapport à ce problème-là, sont défaitistes, sont hyper doomers et se disent non mais c'est foutu machin. Les gens comprennent pas que ça peut toujours être pire. Il y a toujours des étapes. J'avais vu une statistique, c'était assez bien présenté, je trouve, de le présenter comme ça. C'était avec chaque 0,1 degré supplémentaire, ça mène à, je sais pas c'était quoi le chiffre, mais disons, je sais pas, 100 000 personnes, non c'était plutôt dans les millions à mon avis sur l'échelle de la Terre, et peut-être 100 millions de personnes de plus dans des zones qui, leurs zones deviennent inhabitables, tu vois. Donc c'est vraiment à chaque petit pas. Après on sait que les solutions elles sont systémiques, on sait que c'est les gouvernements, les États qui ont le pouvoir de changer le statu quo sur l'utilisation des énergies fossiles et toutes ces choses-là, quoi, hein, et l'adaptation. Et ces idées-là deviennent de plus en plus adoptées par le public. Il faut juste instituer ça. En fait, il faut aussi comprendre que les idées, les solutions sont systémiques, donc les moyens de les appliquer sont aussi systémiques. C'est-à-dire il faut, quand il y a une élection de grande ampleur, il faut y participer de manière stratégique, parce que là on n'est plus dans des stades où on peut se permettre. Je sais plus qui disait à notre époque c'était idéologique, la politique. Aujourd'hui c'est une question de survie, ouais, de tout un chacun. Ouais. On peut plus dire on verra aux prochaines élections ou on verra au prochain congrès ou je ne sais pas quoi. On peut plus dire tel ou tel candidat me correspond pas parce que je suis plus en accord avec ce candidat-là qui fait 0,1% des voix. Non. C'est pas stratégique tout ça, hein. C'est pas stratégique. Ouais. Bon, là c'est je pense que c'est important de parler quand c'est des premières parce que je pense qu'on va souvent... Tu vois par exemple, on aurait pu parler pendant ce stream, il y a actuellement 3 ou 4 feux de grande ampleur qui auraient fait la une il y a 5 ans. Ouais. Et aujourd'hui, bon, on voit ces news-là et on se dit, bon, est-ce qu'on va en reparler de ça, sachant qu'on peut pas faire grand-chose dessus ? Ouais, puis sachant que ces dernières années, il y en a eu tellement et tout, c'est devenu... Les gens, en fait, les gens s'y habituent. Si on le dit, on va se dire, oui, bah, c'était comme les feux qu'il y avait en Australie, c'était comme les feux qu'il y avait au Canada. Ça devient le nouveau normal, quoi. Voilà. Donc, il faut parler des choses qui pourraient pousser les gens à remettre en question encore plus. Et du coup, je pense que c'est une bonne news à avoir, cette news sur l'Iran qui a carrément dû arrêter le pays à cause de la chaleur. Parce que je pense que des gens qui se sont un peu trop habitués à se dire, oui, bon, bah maintenant on vit dans un monde où il y a des feux partout et on change rien, tu vois. Ça peut peut-être les bouleverser un petit peu en leur expliquant, non, en fait, regarde, comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir pire et du coup, il faut essayer que ça devienne pas le nouveau normal, tu vois. Moi, je me souviens juste, il y a 5-6 ans, des conversations que j'avais avec des libéraux qui me disaient, mais non, mais la technologie va résoudre le problème du réchauffement climatique, on va trouver le marché, le libre marché, il y aura une solution qui émergera, forcément, il y aura une demande. Et donc, avec une demande, une offre sera créée, etc. Bah, j'aimerais bien reparler à ces gens-là aujourd'hui, voir s'ils sont toujours en train de défendre ça, ou est-ce qu'ils sont plutôt d'accord avec moi qu'il faut en fait des politiques publiques à la hauteur et pas laisser faire le marché, quoi. Ça n'a pas l'air vraiment de fonctionner, cette théorie des libéraux. Alors,
J'ai oublié mon chargeur cette semaine. On est sur un podcast en temps limité. Non, mais en vrai, si ton ordi j'ai s'éteint, 46% de batterie sur mon ordi. T'es un génie. Hein. De quoi ? T'es un génie. Non, mais de toute façon, à la fin du stream, ouais. C'est une section questions-réponses. Oui. Donc j'aurais peut-être pas besoin de mon ordi puisque j'aurais pas besoin de regarder les articles d'actualité. Oui. Donc à la fin de chaque stream, on propose un segment de questions-réponses. Vous pouvez poser des questions en soutenant le podcast. Il faut comprendre que en soutenant le podcast, vous nous permettez chaque semaine de vous proposer cette petite émission. Ce petit rendez-vous. Ça nous permet aussi de pas faire de promotion pour des entreprises ou produits chelous pour faire vivre ce podcast. On n'est pas trop chaud pour faire ça. Hein. Ça serait stylé qu'on puisse avoir une liberté de parole et pas dire non mais en vrai ce produit il est pas si mal que ça parce que sinon on n'a pas l'argent à la fin du mois quoi. Pas fou. Et en même temps, ça vous permettrait de poser une petite question et d'avoir la réponse. Donc il suffit si vous écoutez ce podcast sur les plateformes, vous vous rendez sur lerendez-nous.fr et vous pouvez faire le don en indiquant votre question et que c'est pour le podcast. Et si vous n'écoutez en live, là maintenant, parce qu'on fait en live le podcast tous les samedis, vous pouvez poster directement la question et on y répond pendant le segment en fin de stream. Voilà, je voulais Exactement. Yes. Bon, est-ce qu'on passe maintenant à la condamnation de la France par l'Union européenne sur une bavure policière? Alors, c'est intéressant parce que c'est une bavure policière qui date de 2004. La France devra verser plus de 6,5 millions d'euros à Abdelkader Guedir, victime d'un coma après son interpellation en 2004 dans une gare de région parisienne. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France donc à cette amende. Bon, évidemment, il y a un parallèle évident avec l'affaire Eddy dont on parle ces derniers jours et ces dernières semaines. Hein. Assez cool quand même que la Cour européenne des droits de l'homme puisse sanctionner comme ça des États sur cette chose-là. Il y avait eu il y a quelques semaines de ça une nouvelle condamnation de la CEDH, pareil, de la France, pour les conditions de détention des immigrés dans nos centres de rétention administratif, là, assez catastrophique aussi. Mais voilà, du coup, on a un nouvel exemple, très clair, une condamnation. Et donc la condamnation, ça devient maintenant irréfutable. Ça veut dire que toutes les personnes qui encore aujourd'hui, on entend dans les médias mainstream régulièrement des gens dire non, mais comment les violences policières, comment c'est possible d'utiliser ce terme ? La police est toujours républicaine, tout va bien. Quand on a des instances internationales qui condamnent légalement la France sur ça, ça devient irréfutable, quoi. Après, j'ai un petit souci, c'est que toutes les affaires ne vont pas aller jusqu'à un appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et que le problème est complètement systémique. Là, on a un cas de figure où la personne est soupçonnée et passée à tabac. En fait, c'est quasi quotidien ou hebdomadaire, je sais pas, au niveau des articles que je vois qui mentionnent ce type de faits. Il y a des centaines de faits comme ça connus depuis des décennies. Voilà, donc oui, toi tu dis c'est une bonne nouvelle, c'est vrai que c'est bien parce que dans les discussions, etc., ça permet de dire regarde, en fait, la France est condamnée parce qu'il y a un tabou énorme par toute une classe de la population, que ce soit les journalistes ou les membres du gouvernement, etc. Il faut pas prononcer le terme violence policière. Macron a dit que ça n'existait pas dans un état de droit. Je sais pas si t'as vu Pape Ndiaye qui était ministre, qui avait dit il y a des gens qui nient les violences policières quand il était chercheur en histoire et quand il était ministre, il est passé sur un plateau, on lui a demandé est-ce qu'il y a des violences policières et il a esquivé le terme, il a essayé de dire il y a chacun peut l'appeler comme il veut, il y a des et la personne lui a dit mais est-ce que du coup c'est pas vous qui niez les violences policières aujourd'hui? Et il a dit que il était un homme de conviction et qui ne changerait pas ses convictions. Mais du coup, c'était assez intéressant. Et il y avait aussi cette... Les gens qui sont prêts à tout faire pour le carriérisme, quoi. Hein. C'est triste. Ces journalistes aussi qui... C'était sur quel média où ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de dire le terme violence. Sur BFM TV. Il y a une politique interne à BFM TV où ils ont littéralement pas le droit d'utiliser l'expression violence policière, leurs présentateurs, leurs journalistes et tout.
C'est le cas aussi sur d'autres médias. Hein. Non, mais le contrôle là-dessus, le tabou qui est mis en place et maintenu par les actionnaires et les gens qui dirigent ces chaînes-là, enfin, on connaît. Hein. Voilà, donc je pense que ça peut être un bon moyen de donner un cas de figure dans lequel la France a officiellement été condamnée pour des violences policières. C'est ça. Donc Surtout, ça, c'est bien. C'est une décision de justice historique. Ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est pas une solution. Genre, faut pas non plus voir ça comme une solution. Parce Ouais, genre que, en mode ça y est, le problème est réglé. Ouais. Il Non, y a bien juste sûr. une victime Ah, qui a été dédommagée de 6 millions Et d'euros. combien d'années après, quoi? C'est Après, 19 ans après les faits. Enfin, tous les ça gens devient ridicule. Hein. tous les gens qui subissent ça, 6 millions d'euros, bah tentez le coup, quoi. Allez voir la CEDH. la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Tentez-le, parce que si ça commence à... Je sais que c'est dommage, mais si ça commence à coûter, il faudra remettre en question Pour certaines personnes, pour certains politiciens, il n'y a que ça qui compte. Hein. Ou on peut changer les politiciens en place, mais bon, ça c'est notre question. Mais ouais, bien sûr. Voilà, bon, petite news. Moi, je l'ai catégorisé quand même en news positive de la semaine. Mais voilà, quoi, le bilan... le statu quo est toujours en place. J'ai du mal à dire c'est une news positive. Bref. Parce que c'est littéralement, on a démontré officiellement qu'un mec s'est fait tabasser par la police française. Il y a aussi cette partie-là c'est pas faux. Dans la news, tu vois. Ok, bon, passons au prochain sujet. Prochain truc, le coût social des drogues. À votre avis, en France, aujourd'hui, quelles sont les drogues qui ont les plus gros impacts sur les finances publiques ? Ils peuvent pas te répondre. C'est un podcast. C'est une question rhétorique. Ok. C'est une question rhétorique. Ok. Chacun peut. Ok. Une nouvelle note publiée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies s'intéresse au coût social du tabac, de l'alcool et des produits illicites, drogues illicites, durant l'année 2019. L'économiste Pierre-Yves Joffard analyse les résultats de l'étude. Et surprise, l'addition est salée en ce qui concerne la cigarette et l'alcool, bien loin devant la cocaïne, l'héroïne, la 3-MMCC et d'autres substances déclarées illicites, j'imagine le cannabis du coup. Et attends, ça c'est vraiment le truc fou. Le coût social du tabac s'élèverait à 156 milliards d'euros par an. Coût social. Alors attends, j'essaye de voir, est-ce qu'ils me disent... Ce que ça veut dire coût social ? Ce que ça veut dire coût social, parce que j'imagine c'est les dépenses de santé liées au cancer du poumon et autres maladies. Il y a peut-être aussi la criminalité due à l'état d'ivresse, etc. Ouais, sans doute, ouais. Ce serait pas aussi clair, du coup. Et du coup, je continue. C'est 102 milliards pour l'alcool. Le coût social de l'alcool, 102 milliards. Donc, attends, c'est fou. On est sur un total de 258 milliards par an de coût social. Après, il faut savoir que les gens vont pas juste s'arrêter de consommer, mais on peut, selon moi, grandement diminuer ces chiffres-là. Il y a une consommation qui est encore assez insensée. Moi, j'avais vu des chiffres qui m'avaient fait plutôt peur. Sur l'alcool. Sur la consommation d'alcool, sur les plus gros consommateurs. C'était quoi ? C'était les 10% qui consommaient le plus ? Il y a une répartition, en fait. Il y a des inégalités immenses dans les consommations d'alcool. Et ouais, la stat, je me souviens plus, mais je sais que l'ordre de grandeur, c'était ça. C'était environ les 10% plus gros consommateurs consomment 80% de l'alcool en global. Je crois que c'était quelque chose comme autour ça. de 60 ou 60%. Entre 60 et 80. Mais oui, c'était... en gros, il y a des très gros consommateurs qui consomment énormément. Et aussi, il y a aussi très peu de personnes en France qui consomment zéro alcool. J'étais assez surpris par ça. C'est genre moins de 10% ou un truc comme ça, les gens qui consomment vraiment pas d'alcool du tout. Je pense que culturellement, il y a encore un énorme problème autour de toutes les drogues, en fait. Je pense que culturellement, il y a un énorme problème. Ouais. On est sur un tabou incroyable pour toutes les drogues qui ne sont pas l'alcool et la cigarette. Mm-hmm. Et par contre, pour l'alcool et la cigarette, il y a un laisser-aller assez affolant. Moi, j'ai été dans des repas de famille où on faisait goûter de l'alcool à des enfants de 12 ans. Ouais. J'ai plusieurs de mes amis qui aujourd'hui... Ouais, moi, c'était le cas. Hein. Ah ouais ? Ouais, genre, trempe tes lèvres, machin. Ah ouais.
Plusieurs de mes amis qui Jeune, hein. aujourd'hui sont consommateurs quotidiens de ces substances, alcool, cigarettes, qui voulaient juste tester, soi-disant. En fait, c'était de la pression sociale au cours de leurs études, et aujourd'hui, c'est quotidien. Je sais pas si tu te rends compte un peu, la personne est juste tombée. En fait, les gens tombent à cause de la pression sociale dans des addictions très longue durée. Et on se rend pas compte de la gravité. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait un énorme no-go culturellement, c'est-à-dire que si quelqu'un propose de l'alcool ou de la cigarette à quelqu'un qui n'en consomme pas de base, cette personne devrait être socialement complètement cancel. C'est-à-dire pas cancel, mais genre on devrait lui dire wow, qu'est-ce que t'es en train de faire, tu vois. On devrait pas vraiment. C'est pas un truc être aussi normal. Tolérant envers. En fait, c'est pas forcément juste proposer, parce que genre il y a plein d'occasions où tu proposes de l'alcool aux gens. Je suis pas sûr que c'est ça. De façon. Si la personne ne demande pas, faut pas le proposer. Je suis pas sûr que c'est ça. Hein. Après, est-ce que juste avoir de l'alcool, genre t'as un repas, t'as une bouteille sur la table, est-ce que tu considérais comme une proposition? Si on commence à te verser un verre, oui, il y a un problème. Ouais, ok. Ouais, non, mais c'est même plus une proposition, c'est juste si tu tiens la bouteille comme ça, juste au-dessus du verre, et tu dis alors, t'en veux? Ça, c'est une proposition, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait aller. Enfin, en fait, le plus gros problème pour moi, c'est les gens qui mettent la pression sociale, genre qui te disent quoi? Ouais. Tu prends pas d'alcool. J'ai eu ça récemment. Moi, c'est impossible. À une soirée. Genre, j'étais venu. Enfin, c'était dans un parc, tu vois. Et je suis venu avec ma petite canette. J'étais passé au supermarché avant, tu vois. Et il y a une personne qui me propose. Enfin, la personne veut, elle, prendre une bière, tu vois. Et elle me dit de venir avec elle. Et quand je suis devant le truc, elle me dit petite bière. Et je suis ah non, c'est bon, moi j'ai ma boisson et juste on chill. Et là, la personne, un regard genre méga choqué, genre quoi? Allez, prends une petite boisson, machin. Et je suis là, attends, mais on peut pas juste genre chill, on peut pas juste avoir la canette. Enfin, moi j'ai déjà ma boisson. J'ai failli me faire taper. Hein. Et moi, c'est ça. Tu t'es fait taper. J'ai failli me faire taper. Attends, moi je veux l'histoire de ça. C'est quoi ça? J'étais en soirée. Ouais. La personne me propose un énorme verre de bière. Ouais, grosse pinte. J'ai dit non merci, j'en prends pas quoi. Et la personne elle-même avait dû déjà consommer 2-3 bières elle-même. Ça arrive. Et a commencé à dire quoi? Tu refuses mon verre? Qu'est-ce que En fait, moi j'ai l'impression. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un comportement toxique assez fréquent autour de ça qui est genre que la personne veut être validée dans sa propre consommation. Et du coup, il faut qu'autour d'elle, les autres fassent pareil, sinon c'est elle qui est bizarre, tu vois. Et peut-être lui, déjà, on lui a proposé et a dit oui. Et c'était censé être normal comme interaction. Et du coup, pourquoi lui, quand il propose, on dit non, la personne lui dit non? Puisque elle fait juste ce qu'on lui a montré qu'il fallait faire, quoi, peut-être. Encore une fois, les gens, juste pour bien clarifier, si vous prenez un peu d'alcool de façon raisonnée de temps en temps et tout, on n'est pas en train de dire que vous êtes moralement condamnable pour ça, c'est mauvais, etc. Genre, encore une fois, moi je suis pour la liberté individuelle de tout le monde de consommer. J'ai très clairement dit que ce qui devait être désincité, c'est la pression sociale. C'est la pression sociale. J'ai pas dit que tu devais arrêter ou quoi. Il y a pas de jugement moral, toi, de ce que tu fais. Ouais. Maintenant, le fait de quelqu'un qui ne consomme pas, de lui proposer. Moi, je te dis, j'ai vraiment des amis qui aujourd'hui, quotidiennement, galèrent avec une addiction qu'ils doivent gérer parce que quelqu'un leur a proposé, qu'il y avait une pression sociale, qui voulait pas. Parce que s'ils disaient non, tu te fais harceler, il faut le dire. Moi on m'a dû me proposer peut-être dans une même soirée, peut-être 10 fois, des fois, de boire, de fumer. Ouais. C'est assez catastrophique. Et juste, si la personne n'est pas intéressée, on ne devrait pas lui proposer. Les gens qui veulent pas, les gens qui veulent, ils peuvent tout à fait demander, ils peuvent participer ou quoi. Puis aussi, le truc de la cigarette qui est turbo normalisé dès le lycée. Ouais. Et genre accepté, tu vois, genre tu sors devant le lycée. Les gens fument. Même au collège. À 13 ans. Tu fumes à 13 ans. Je sais pas, je trouve que culturellement, on pourrait peut-être faire quelque chose, non? J'ai l'impression. Et c'est aussi un truc assez français, hein, parce que moi, j'ai vécu aux États-Unis plusieurs années. Et le fait de fumer, c'est beaucoup moins normalisé aux États-Unis qu'en France. Et surtout dans un âge, quand t'es ado, quand t'es collège, lycée, normal, etc. Dans les
aux États-Unis, enfin, j'imagine à certains endroits, il y a cette culture-là, mais c'est vraiment différent. Hein. Je veux dire, il y a personne qui fume aussi ouvertement qu'en France, ou juste à genre toute la rue devant le lycée de gens qui fument. Et c'est compliqué. Après, c'est à la fois culturel, mais il y a des mesures politiques très claires qu'on pourrait mettre en place. Moi, je pointerais aussi la responsabilité des entreprises qui vendent de l'alcool. Parce que on connaît les cas où, par exemple, dans des soirées étudiantes, les entreprises vont littéralement sponsoriser la soirée et vont faire des soirées open bar. C'est pas open bar, c'est interdit les soirées open bar. Ok, les soirées open bar sont interdites, mais on vous donne genre 20 tickets de consommation à l'entrée, donc c'est techniquement limité, mais voilà. C'est limité à 20 consommations par personne. Et après, bah, en fait, quand on réfléchit, parce qu'on peut se dire oui, mais non, mais c'est normal, etc. Mais attends, pourquoi ces entreprises sponsorisent ce genre de soirée? Pourquoi elles font ça? C'est évident choqué, ça. Que sur le long terme, bah oui. Ouais. On en a déjà parlé, mais ouais, c'est évident que sur le long terme, le but, c'est littéralement de créer des alcooliques, de créer des gens, de faire entrer cette habitude et dans leur intérêt privé, quoi, pour maximiser leur profit, tout simplement. C'est pas super, hein. Moi, j'ai un comportement qui est considéré bizarre vis-à-vis de l'alcool, puisque je ne bois pas. Ouais, mais toi, tu bois pas du tout, ouais. Je bois pas du tout. Et même, je ne veux pas participer à la consommation d'autrui. Ouais. La valider, etc. La valider, etc. Je me sens pas à l'aise avec ça. Bah ouais. Une fois, on m'a demandé, et en passant, tu pourras ramener un pack de bière. J'ai pas pu le faire, ça. J'ai pas pu faire ça. Et c'est bizarre parce que on pourrait se dire, bah attends, c'est pas toi qui bois, etc. Je sais pas, le principe de moi, je vais fournir ce qui peut techniquement rendre addict la personne derrière, etc. Je suis vraiment pas à l'aise. Ouais, je peux comprendre que tu sois pas à l'aise avec ça. Ça a remis en question des amitiés, etc. Mais bon. Des normes sociales, enfin ouais, c'est compliqué, hein. Mais je trouve qu'il y a une culture française quand même, il y a une toxicité bien française autour de ça. Même si dans d'autres pays, bien sûr, la culture de l'alcool, ça existe aussi, c'est dans tous les pays, hein, mais je sais pas, les gens. En tout cas, ça confirme un peu l'impression que j'avais, cette étude, quoi. Hein. Le coût social 250 massif. milliards qui pourraient être économisés en changeant les normes culturelles. Moi, je dis ça vaut le coup d'essayer. Parce que le budget annuel de l'État, c'est environ 400 milliards. Le PIB du pays, c'est environ 2000 milliards dans ces eaux-là. On est quand même sur des ordres de grandeur assez immenses sur les répercussions. La retraite, en fait, est-ce que pour financer la retraite, on fait pas une campagne de prévention contre l'alcool? Non, mais c'est... Voilà, quoi. Je pense... la retraite, le déficit de la retraite, c'était 12 milliards. Juste pour donner les ordres de grandeur. En plus, il était fictif, hein, oui. Le déficit fictif dans 40 ans, en 2030. Si on devait proposer des politiques pour aller dans le bon sens, parce que évidemment, on veut pas dire aux individus arrêtez, c'est mal, etc. Ça, c'est ni efficace, ni une chose qu'on veut faire, quoi. Si on veut faire des politiques publiques. Le arrêter, c'est mal, ouais, ça marche pas forcément. Par contre, le ne commencez pas, je trouve que ça marche plutôt bien quand même, hein. Moi, j'ai eu des actes de prévention je crois que c'était collège, où les personnes sont arrivées avec des données hyper factuelles, pas des clips genre attention, regardez cette personne dans ce clip, son père est mort, je sais pas quoi. Non, vraiment des trucs factuels, regardez, ça diminue vos capacités respiratoires, il y a des chiffres très clairs, tu vois, genre vous pourrez moins courir, vous pourrez moins faire ça. Ouais, votre vie sera pire, quoi. Vos neurones, techniquement, vous réduisez votre nombre de neurones, vous augmentez votre risque de cancer. Et quand t'as pas commencé encore, et que tu ne sais même pas quel goût ça a, tu sais même pas techniquement ce que c'est comme produit, franchement, c'est plutôt convaincant, surtout quand tu dis, mais attention, si vous commencez, il peut y avoir des effets qui font que vous pourriez pas vous arrêter. Moi, ça m'a convaincu, et j'ai jamais essayé, et... Bah, du coup, il n'y a pas trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas, d'un autre côté, stigmatiser les gens qui actuellement sont sous l'emprise de ces addictions. Et du coup, faire des posts genre vous êtes vous le problème. Il ne faut pas individualiser le problème. Ouais, il y a aussi un regard sur des personnes comme ça qui peut être super toxique et participer à maintenir le problème, en fait. Hein.
de pointer du doigt comme ça. Encore une fois, ce qui est recommandé, c'est que pour les personnes addictes, il faut politiquement traiter ça comme un problème médical. Ouais. Avant tout, tu vois, même s'il s'agit de substances illicites, c'est ça qu'on voudrait dans l'idéal, c'est un problème médical, quoi. C'est pas une question de moralité individuelle ou une question de t'as pris un truc illégal, c'est mal, etc. C'est le diable. Enfin, ça marche pas, quoi. Passer un certain stade, la volonté de la personne rentre dans l'équation, mais n'est plus suffisante et elle doit être carrément aidée. Ouais. Elle peut plus. Je crois que c'était sur l'alcool justement où la personne peut carrément faire des hallucinations. Ah oui. Enfin, ça devient un problème médical à traiter, etc. Et du coup, d'où le coût social derrière. Ouais, moi j'ai une take par contre. Alors, de toutes les études que j'ai vues, le cannabis a des effets beaucoup moins dangereux sur la santé. Est-ce qu'on veut pas... Je sais même pas où tu vas là. Est-ce qu'on veut pas... Non, mais pour l'intérêt général, si les gens veulent quand même consommer des drogues psychotropes, faire ça et tout, est-ce qu'on veut pas normaliser de remplacer l'alcool par du cannabis ? Remplacer... L'étude dit littéralement non. que le coût social de l'héroïne plus la cocaïne plus le cannabis, 7 milliards par an. Oui, mais pas remplacer. Versus 100 milliards. Oui, mais ça, c'est... Attends. Le truc est carrément illégal actuellement. C'est une idée. Non, mais évidemment, je suis pour le dépénaliser. Non, mais c'est pas ce que je viens de dire. C'est par rapport à l'étude. Le coût social, il est par rapport à la consommation globale. Ouais. Si tu dis maintenant, on le remplace et que c'est la consommation par défaut, c'est le cannabis, le coût social, il sera plus élevé. C'est n'importe quoi comment t'analyses les stats, là. Oui, d'accord, oui. Aujourd'hui, c'est... Faudrait regarder par personne, par consommateur, par quantité consommée. Non, c'est une très mauvaise... Je balançais l'idée comme ça pour qu'on en parle. Très mauvaise idée. Je suis désolé, je vais trouver un autre co-host pour ce podcast. Non, mais après, factuellement, ça a moins d'impact négatif sur la santé, quoi. Hein. Je pense que le gros problème actuellement, c'est culturellement que c'est totalement normalisé de boire et de fumer. Et il faut remettre ça en question. Et malheureusement... Légalement, je crois que le problème n'est pas hyper légal actuellement. C'est pas le niveau législatif qui a un problème. Il faut peut-être faire plus de prévention, plus de... Je sais pas. Mais le problème est vraiment culturel actuellement sur l'alcool et le tabac. Je vois pas en quoi la loi peut arriver là-dedans et améliorer la situation. On a déjà la cigarette qui est hyper taxée. Ouais, c'est vrai. Tu peux la taxer encore plus, mais quand tu regardes les données de consommation... Ça n'a pas quelques trucs que tu peux faire. Ça n'a pas trop fait bouger la consommation depuis un moment. Quand je vois des pubs pour de la vodka dans le métro, dans les transports en commun et tout, bon, je me dis quand même, on pourrait peut-être enlever ça, quoi. Mais t'as raison, même si on faisait ça, le problème, l'omniprésence culturelle de ça, c'est le truc central, hein, ouais. Mais du coup, attends, en conclusion, là, ils disent, le résultat démonte au passage une idée reçue. Les drogues légales, que sont l'alcool et le tabac, ne rapportent pas de bénéfices à l'État via les taxes. Ah ouais, c'est vrai que ça, en tant qu'idée reçue... Donc, Joffard, l'économiste spécialiste de l'économie de la santé, analyse les résultats. Et ouais, nous pointe du doigt, en gros, qu'en ordre de grandeur, c'est les deux premières de très très loin, quoi. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, si vous voyez des gens proposer de l'alcool à des gens qui n'ont jamais essayé ou de la cigarette, moi, je vous conseille de juste dire attends, si elle veut pas, laisse-la tranquille. Enfin, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être plutôt sain. Ouais. En fait, essayons de changer juste la culture autour de nous à notre échelle. Après, si quelqu'un boit, genre laissez-le faire, ce qu'il veut. Vous voyez. Enfin, sauf si c'est consommation abusive et tout, mais faut pas non plus être lourd si la personne voit pas le problème d'elle-même. Ça aide pas trop. Ouais, c'est compliqué. Et si vous avez un problème avec la consommation de drogue, allez voir un spécialiste. Ouais. Petit moment... Demandez de l'aide, parlez-en autour de vous. Si vous-même vous subissez ça. Yep. Voilà pour cette info-là. C'est des sujets compliqués, hein, parce que c'est des trucs hyper ancrés dans la culture. Tu vois, je suis sûr des gens, ils viennent d'écouter le segment qu'on vient de faire. Et si eux-mêmes consomment de l'alcool ou de la cigarette, alors qu'ils ont sans doute été poussés à le faire, parce que si c'est pas culturellement, je vois pas, genre,
à part culturellement, comment tu viens à dire je vais mettre le feu à ce bout de papier et. Non, il y a quasiment que culturellement que tu peux tomber là-dedans, tu vois. Ouais, surtout que sur la cigarette, la nicotine. Ouais, c'est pas logique. À quel moment tu dis ce truc qui est un poison pour mon corps, je vais essayer de l'ingérer. Non, en fait, ça se passe pas comme ça, c'est culturellement. Le seul, entre guillemets, effet bénéfique ressenti par les fumeurs, c'est juste le fait de combler ton addiction, de pas être en situation de manque et d'avoir ton... Mais du coup, je suis sûr, il y a des gens qui ont écouté ça, qui ont cru qu'on pouvait faire... qu'on pouvait leur reprocher personnellement. Non, vous êtes victime, vous aussi, de la culture autour de tout ça, si vous êtes addict à ces produits-là. Et du coup, vous n'êtes pas visé quand on dit ça, hein, genre. Vous-même, par exemple, si vous avez l'habitude d'en proposer parce que vous considérez que c'est juste le truc normal à faire, remettez peut-être ça en question. Parce que peut-être vous, quand vous en proposez, sans vous en rendre compte, en croyant, c'est ça, pour tous les trucs culturels, c'est tout le temps ça le problème. Vu que t'as vu que c'était ça qui était normal, en le reproduisant, t'as l'impression de faire quelque chose de bien. Tu dis, moi, on me l'a proposé, j'ai passé un bon moment, moi aussi, je vais faire pareil et tout. Oui. Donc, voilà. Ok. Ouais, alors, est-ce qu'on parle maintenant de cette fameuse IA? Ça, c'est quelque chose. Hein. Cette histoire-là, quand tu m'as montré ça, j'étais en mode... D'accord, c'est spécial. Hein. Ouais, alors... Assez choquant. Là, j'ai vu ça dans un article de CNET. Mais en fait, c'était un tweet de la part de... Je donne le crédit... @Rona Wang. Ok ? Ouais. Rona Wang, donc, a essayé elle s'est dit, je vais faire une photo pour LinkedIn, j'ai besoin pour mon profil LinkedIn. Ouais. Je vais demander à une intelligence artificielle de la retoucher pour que ça fasse plus professionnel. D'accord. Pour pouvoir avoir une photo professionnelle pour LinkedIn. Ouais, pour optimiser ses chances logique. C'est-à-dire que un job, oui. Ouais. D'habitude, toi-même, ta photo, tu vas essayer de dire je vais peut-être mettre un costard, je vais peut-être mettre sur un fond avec un petit flou et tout. Ouais. Cette personne s'est dit maintenant on a les intelligences artificielles, peut-être je peux prendre une photo que j'ai déjà, lui dire de la rendre professionnelle et la mettre sur LinkedIn, ça a l'air d'être le bon plan, ok ? Oups. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc j'invite les gens qui écoutent à aller voir le tweet de Rona Wang pour voir le résultat de l'image. Quelle ne fut pas sa surprise en se rendant compte que l'IA, donc l'IA en question c'était Playground AI, qui est un site qui permet de tester des trucs comme ça, quoi, avec des intelligences artificielles, l'avait métamorphosé. Ma première réaction en voyant le résultat était l'amusement, a-t-elle déclaré, avant d'ajouter « Je pense vraiment que c'est un problème ». Qu'est-ce qui était un problème ? En fait, Rona Wang, qui est typée asiatique, a clairement été transformée par l'intelligence artificielle. C'est plus la même personne. Ce qu'elle a demandé à l'intelligence artificielle, c'est « Give the girl from the original photo a professional LinkedIn profile photo », qui veut dire « Donne à la fille dans la photo d'origine une photo de profil professionnelle pour LinkedIn. » Professionnelle. Et la photo qui en résulte est littéralement une femme blanche aux yeux bleus. Elle est devenue blanche, les gens. L'IA lui a dit « Ah, tu veux avoir le job ? En fait, va falloir que tu sois blanche. » Donc, c'est une IA qui a entraîné... Elle a entraîné, du coup, sur une base de données sans doute de CV, de... Non, là, c'est un truc généraliste de photos. Ah, c'est un truc généraliste, d'accord, ok. Pour retoucher les photos, GPT, quoi. D'accord, ok. Donc, c'est juste... La base de données, c'est juste genre toutes les images d'Internet, voilà. Et donc, globalement, quand on prend l'ensemble des données que l'humanité a produites sur Internet, plus ou moins, et on fait une IA et on lui demande un look professionnel, ça ressort une image blanche. Ça en dit long. Ça en dit long, franchement, c'est spécial. Hein. Donc, l'IA dit officiellement que pour avoir un job, il vaut mieux être blanc. Il y a un truc que j'aimerais rappeler à beaucoup de gens qui voient l'intelligence artificielle comme un algorithme comme un autre. L'intelligence artificielle n'est pas un algorithme comme un autre. L'intelligence artificielle utilise des données, et si les données sont biaisées, les résultats de l'intelligence artificielle seront eux aussi biaisés. Exactement. Donc là, on est dans un cas de figure où, oui, c'est vrai, les gens sur LinkedIn
quand ils checkent des CV, il y a des études là-dessus, ils vont être racistes. Ils vont prendre les profils blancs en premier. Exactement. Je sais plus, on avait des chiffres là-dessus. Ouais, les testings sur les entreprises françaises a montré que vous envoyez tout un ensemble de CV et vous avez juste des variations sur le nom, prénom et la photo du candidat ou de la candidate. Toutes choses égales par ailleurs, même compétences, même niveau d'expérience, même exactement les mêmes CV. Et on voit que les recruteurs, dans l'ensemble, en moyenne, ont clairement des choix biaisés sur des critères raciaux, quoi. Si t'es perçu comme blanc, t'as plus de chances d'avoir le job, toutes choses égales par ailleurs. Donc là, l'intelligence artificielle s'est dit, on me demande une photo professionnelle pour LinkedIn. Comment faire pour que cette photo paraisse professionnelle, augmente les chances. Je sais pas comment le réseau de neurones a calculé son coût. Mais en gros, au final, ça a sorti une photo où c'est la même personne. C'est pas vraiment la même personne. On a la photo sous les yeux là. C'est au même endroit avec le même t-shirt. Ouais. Mais le visage. Non, la personne, c'est pas la même personne. C'est littéralement pas la même personne. C'est pas les mêmes cheveux. C'est pas les mêmes yeux. C'est pas le même visage. Il y a carrément aucun rapport. Je trouve ça marrant que genre peut-être elle s'attendait à avoir je sais pas le fond le fond flou, oui, genre peut-être meilleur au lieu d'un t-shirt un petit pull. Ouais, genre meilleur look, meilleur éclairage, saturation, netteté, etc. En fait non, il y a rien qui a changé de tout ça. Il y a juste ses traits physiques, sa couleur de peau, ses yeux. Alors ce qui est intéressant, c'est donc elle a dit: je pense vraiment que c'est un problème. J'espère que les créateurs de logiciels sont conscients de ces biais et réfléchissent à des moyens de les atténuer. Le fait est qu'ils sont conscients des biais. Les tout premiers logiciels, enfin pas tous les tout premiers, mais les premiers cas de figure de biais sont assez vieux maintenant. Ouais. Plus de 5 ans. Quelques années. Les trucs officiellement racistes et tout ont quelques années maintenant. Il y avait Amazon qui avait une intelligence artificielle de recrutement. Donc il s'était dit, on a beaucoup de CV et du coup au lieu de les traiter à la main, on va avoir une intelligence artificielle qui va traiter ça. Ils avaient donné une base de données de CV qu'ils avaient recruté ou pas pour pouvoir être une base d'entraînement pour l'intelligence artificielle, et Amazon a dû abandonner son intelligence artificielle pour les recrutements puisqu'elle discriminait les femmes. L'intelligence artificielle était intrinsèquement discriminatoire envers les femmes. Pourquoi ? Parce qu'elle se basait sur des données discriminatoires envers les femmes. Je suis pas surpris. Oui, les gens essayent de faire des trucs, d'embaucher des gens éthiques pour essayer de travailler sur ces biais-là. C'est un sujet de recherche académique entier, essayer de corriger ces biais-là. Je sais pas si dans les faits, beaucoup d'entreprises qui mettent en place les systèmes prennent en compte. Dans les logiciels de détection de visage, les personnes noires étaient beaucoup plus facilement considérées comme matching. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup moins de visages noirs dans l'entraînement du logiciel. Dans la base de données, ouais. Dans la base de données. Donc c'était beaucoup plus facile pour le logiciel de détecter qu'un visage blanc, les détails lui permettaient de savoir que non, c'est pas ce visage-là. Ouais. Alors que pour les noirs, la probabilité qu'il y ait un matching, on dise oui, c'est lui le criminel, était beaucoup plus élevée, puisque comme les humains qui ont créé le logiciel, ils savaient pas différencier deux noirs. Ils ont jamais vu personne noire, en fait. Non, parce que dans le corpus de visages qu'ils ont fourni, il y avait très peu de personnes t'as moins de data racisées points, non blanches. Et du coup, voilà. Si t'as moins de data points, t'as moins de façons de les distinguer en apprenant. Ouais, non, mais c'est clair. Et à partir de là, donc c'était un groupe de chercheurs qui avait détecté ce biais-là. Récemment, il y a quelqu'un aussi qui avait été détecté et il a demandé l'algorithme. Légalement, on va devoir lui donner l'algorithme, donc je sais pas comment ça va se passer. Il y avait eu aussi une news là-dessus. On va lui fournir le réseau de neurones. On a dit c'est vous qui avez fait ce crime selon ce logiciel. Et l'avocat dit nous, tant qu'on n'a pas le logiciel, on peut pas accepter Ils vont devoir lui donner tout le réseau de neurones. Je sais pas comment ils vont checker ça. Bref, il y a plein de choses comme ça. Il y a des j'ai pas le nom sous la main, mais il y a des organismes qui essaient de lutter contre ça et tout. Selon une étude d'IA Hugging Face citée par Insider, les IA génératrices d'images telles que DALL-E 2 présentent des biais sexistes et raciaux. Il a été constaté que 97% des images produites par DALL-E 2
lorsqu'on lui demandait de générer des images de postes à responsabilité, tels que directeur ou PDG, représentaient des hommes blancs. 97%, tout va bien. Non, c'est clairement très présent. Hein. Puis en plus, les IA se généralisent, donc bon, gros sujet de plus en plus. Hein. Mais malheureusement, oui, donc pour revenir sur est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, etc. Malheureusement, quand ils sortent, là, moi, ce que j'ai remarqué sur les projets IA qui sortent actuellement, ils les sortent en tant que expérimental. ChatGPT est encore aujourd'hui expérimental, tout le monde l'utilise. Oui. C'est plus utilisé que, je sais plus quel, ça a dépassé des utilisations en quelques mois de réseaux sociaux, etc. Ouais. Mais on est sur une expérimentation. Donc si on prend toutes vos données sans vous demander trop la permission, ou si le truc donne des mauvaises réponses, etc., vu que c'est expérimental, c'est pas vraiment de notre faute, quoi. On n'est pas trop responsable, quoi. On vous avait dit que c'était expérimental. On vous a fait signer aussi les termes et conditions, comme quoi vous n'avez plus aucun droit en tant que citoyen en vous inscrivant au site. Donc là, le fondateur a répondu. Ah. Suhail Doshi, fondateur de Playground AI, a réagi en déplorant ce résultat, en expliquant que les modèles ne peuvent pas être instruits de la sorte. Donc ils choisissent n'importe quel objet générique en fonction de la commande. Malheureusement, ils ne sont pas assez intelligents. Nous sommes assez mécontents de cette situation et nous espérons la résoudre. Donc c'est un petit peu du... Il essaie de l'expliquer, genre c'est un truc technologique, c'est une erreur technique et tout. Bah, enfin non, c'est juste ils sont pas assez intelligents. Le set de données en fait. En fait, ils peuvent être très intelligents et racistes. C'est-à-dire, ils peuvent avoir un biais fondamentalement raciste. Moi, je décrirais que justement, c'est... En fait, c'est littéralement woke, ce résultat. Parce que tout ce que ça dit, c'est que dans l'ensemble des données disposées sur Internet, professionnel égale blanc. Donc en fait, c'est littéralement une façon de dénoncer les biais existants, si on l'interprète comme ça, quoi. Est-ce que c'est pas du coup très intelligent finalement si tu l'interprètes correctement et tu dis pas juste... Voilà, quoi. Nous sommes assez mécontents de cette situation, nous espérons la résoudre. Le problème, c'est que pour la résoudre, il faudrait soit... Il y a deux possibilités pour résoudre cette situation. Une qui est mieux que l'autre. Théoriquement, 3 possibilités. La première possibilité, c'est... Ça y est, on n'est plus dans un monde où il y a du racisme. On n'est plus dans le suprémacisme blanc. On a supprimé, on a cancel le suprémacisme. Ok, on le fait ça plus. c'est la première possibilité. Je sais pas si le fondateur de Playground AI va utiliser cette possibilité-là. Pourquoi il fait pas juste ça? Il pourrait juste faire ça, je sais pas pourquoi il faudrait lui demander, on l'invite d'ailleurs dans ce podcast à nous rejoindre pour nous expliquer pourquoi il choisit pas cette possibilité. Il y a 2 autres possibilités. Soit il manuellement vérifie que le résultat n'est pas raciste avant de le proposer. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper dangereux. Parce que du coup, ça pousse à rajouter... c'est-à-dire, le truc reste raciste, mais il y a des garde-fous. Ouais, il y a des étapes en plus. Ouais. Ça peut être pas mal parce que ça permet de gérer un problème sans qu'on ne sait pas trop comment le résoudre pour le moment. Maintenant, ça veut dire que les résultats qui vont en sortir seront beaucoup moins pertinents. Mais est-ce que tu pourrais pas réintégrer ces choix-là en disant à chaque fois que tu as remarqué un biais et que tu l'as corrigé en post, je sais pas si ça va vraiment marcher dans le dataset et réentraîner à chaque fois? Ouais. Je propose, je sais pas. La troisième possibilité, et ça, c'est le vrai problème, c'est que normalement, tu devrais payer beaucoup plus des équipes pour former les données. Aujourd'hui, les données sont scrappées. Ah oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que les données, ils prennent des énormes corpus de données en quasiment pas trop regardant ce qu'il y a dedans, quoi. Ah non, mais la plupart, ils violent même les lois là-dessus parce que juste, ils font tourner un crawler aléatoire de web. Ils se constituent des bases de données énormes. Attention, nous ne savons pas si Playground AI fait ça pour constituer ces modèles. On parle en général. On parle en général sur les modèles de AI qui sont disponibles. Pas mal de modèles d'ailleurs qui sont d'abord disponibles dans le cadre éducatif parce que il y a plein de propriétés intellectuelles, donc c'est proposé pour la recherche. Et derrière on retrouve qu'il y a des modèles qui sont entraînés là-dessus mais qui servent commercialement. Enfin bref, c'est un peu le Far West au niveau des données qui sont récupérées pour entraîner des intelligences artificielles actuellement. Là, pour résoudre ce problème-là, il faudrait littéralement des équipes de 2000 personnes
hyper bien formés, mais pas seulement des ingénieurs, etc., mais des sociologues, des gens qui travaillent dans des sciences soft, pour pouvoir techniquement vérifier que les corpus qui sont intégrés dans l'entraînement des intelligences artificielles ne contiennent pas des biais intrinsèques. Totalement. Ouais, que quand on met professionnel, quand on met le mot professionnel à côté d'une photo pour entraîner l'AI pour qu'il sache ce que c'est qu'être professionnel, ce soit pas que des photos d'hommes blancs de 28 ans, tu vois. Mais ouais, c'est exactement ça. Actuellement, en fait, moi j'ai l'impression que c'est des startups tout en compétition parce que c'est un peu un nouveau gold rush depuis des années maintenant, l'IA. Donc c'est des startups qui sont tout en compétition, qui essayent de minimiser leurs coûts pour être plus compétitifs face aux compétiteurs. Donc ils prennent les moins de personnes possibles, ils coupent tous les coûts qu'ils peuvent, quoi. Donc ils font des raccourcis, et puis alors qu'on pourrait le faire bien, comme tu dis, en embauchant beaucoup plus de gens, en faisant un travail beaucoup plus sérieux pour lutter contre ces biais-là. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Moi, j'ai souvent remis en question les intelligences artificielles. Pour moi, une intelligence artificielle, si c'est utilisé pour résoudre un problème hyper cadré, c'est cool. Donc par exemple, il y a des intelligences artificielles qui permettent de lire les lettres, c'est-à-dire de reconnaître, t'écris une lettre et ça reconnaît la lettre que tu viens d'écrire. Si c'est un A, si c'est un B, si c'est un C. L'OCR. Voilà. Ça, c'est un problème hyper cadré. On sait ce qu'on est censé trouver, on sait ce qu'on met en entrée, on sait ce qu'on est censé avoir en sortie. Donc il n'y a pas de problème. Si maintenant tu utilises une intelligence artificielle avec un réseau de neurones très 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 gros, en lui demandant un truc hyper flou, tu te retrouves à avoir des solutions prises par l'intelligence artificielle que tu n'as plus aucun moyen de comprendre. Moi, je pense par exemple que actuellement sur certains réseaux sociaux sont utilisés des réseaux de neurones qui utilisent des biais cognitifs des humains sans même que les créateurs de la plateforme ne se rendent compte. Parce qu'ils ont sans doute demandé à leur intelligence artificielle qui gère les propositions de contenu dans les algorithmes, ils leur ont demandé de maximiser, par exemple, le temps passé le temps sur de la visionnage. Plateforme, ouais. Voilà. Le temps de visionnage, donc le temps de publicité, donc l'argent. Ouais. Si tu lui demandes juste d'augmenter le temps de visionnage à une intelligence artificielle, il va peut-être se dire comment... Il va peut-être... En fait, il se dit rien, hein, il réfléchit pas, ça marche pas comme ça. Il va proposer du contenu, il va voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et il va optimiser en entraînant son réseau de neurones. Ouais. Sauf que l'optimisation peut pousser à des comportements qu'aucun humain n'aurait osé mettre en place. Par exemple, utiliser la peur des gens et créer des loops de je vais te mettre des trucs qui te font peur, ça te fait peut-être encore plus peur, et du coup tu vas cliquer dessus. Sauf que le réseau de neurones n'a aucune morale. Ou la curiosité morbide. Ou des trucs cute pendant des heures, ou des trucs satisfying vidéo, enfin des choses comme ça. Le truc, c'est que l'intelligence artificielle elle-même, si tu lui mets pas en place, elle n'a aucune morale. Et s'il faut exploiter des biais cognitifs, te pousser à rentrer dans des sectes, etc. Elle sait pas elle sait pas techniquement le contenu de ce qu'elle te propose. Non. Elle regarde juste, est-ce que ça te fait regarder plus de vidéos ? C'est ça, c'est juste, il y a une métrique qui est maximisée, peu importe toutes les autres conséquences, peu importe, il n'y a aucun regard, quoi. Ouais. Non, je vois vraiment ce que tu veux dire sur le problème. Hein. Donc voilà. Mais comme tu as dit, sur des problèmes spécifiques, moi je pense à des trucs scientifiques, tu vois, où tu dois regarder des images médicales et essayer de classifier. Ouais, si ça permet de détecter des cancers, des choses comme ça, c'est plutôt stylé. Ou faire de la recherche pour faire sur les protéines, là, sur le folding. Juste un dernier truc que j'aimerais dire à propos de la news en question. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Ouais. C'est une photo, on voit très clairement, elle est blanche dans la deuxième image. C'est quelque chose qu'on voit. C'est la surface, quoi. Il y a un iceberg en dessous. Demandez-vous ce que vous voyez pas quand vous avez une réponse de la part d'une intelligence artificielle. Non, mais vraiment. Non, c'est réel. Ça fait un peu peur, du coup. Toutes les réponses sont teintées de tous ces biais. Sauf que là, c'est une réponse qui est vue très clairement. Eh oui. Faites attention. Voilà. Eh oui. N'hésitez pas à poser des petites questions, les gens, pour le segment de la fin. C'est le petit rappel. lerendez-vous.fr, Ko-fi. Ouais. Alors, bon, il y a une super news maintenant.
dont il faut qu'on parle aussi, la semaine de 4 jours. Est-ce que vous avez déjà expérimenté une semaine de 4 jours? Est-ce que toi, tu as déjà travaillé des semaines de 4 jours dans une entreprise? Non. Moi non plus. Si. Ah ouais? Mais non, c'est pas l'entreprise qui voulait mettre en place la semaine de 4 jours. Ah, tu as forcé la semaine de 4 jours, tu l'as imposée à l'employeur? Je devais prendre mes jours de vacances. Comment t'as fait? J'ai pris tous mes lundis pendant 3 mois. T'as posé tes congés? J'ai posé tous mes lundis. Ah, c'est du génie. Ah, c'est du génie. T'as fait le truc que personne fait. Genre, normalement, tout le monde groupe ses congés. Ouais, j'ai juste posé tous mes lundis, un par un, chaque semaine. J'adore, je suis fan. Et on me disait, mais tu seras là à la réunion? Ah non, je suis en congé lundi. Et chaque semaine, les gens me disaient, bah attends, mais t'es jamais là le lundi? Et bah non, c'est mes vacances. Gros cerveau. Ce qui est marrant, c'est que les gens étaient énervés. Ils se disaient, mais c'est pas juste. Lui, il a tous ses lundis. Alors que si, c'est le même nombre de jours de congé, tu vois. J'adore le concept. Pensez-y les gens, hein, pensez-y, c'est une stratégie. Alors, la semaine de 4 jours, on a du coup, c'est quoi? On a une nouvelle étude. Oui, une nouvelle étude menée outre-Atlantique, basée sur un programme pilote, révèle les nombreux bienfaits d'un tel rythme de travail, tant pour les employés que pour les entreprises. Et Important. ça, c'est l'aspect que j'adore. Ça, c'est important. Hein. De pointer que c'est littéralement plus efficace pour les entreprises, pour l'économie. Les entreprises se tirent une balle dans le pied en ne faisant pas la semaine de 4 jours. Ça, c'est la meilleure quand même. Hein. Alors, du coup, d'après un récent sondage, plus de 2 tiers des salariés travaillant dans les secteurs publics et privés aimeraient embrasser ce rythme de travail alternatif. Et ce, même s'il fallait faire des journées plus longues pour accomplir leurs tâches, voire rogner sur leur salaire. 28% des gens répondent ça. D'accord, donc ça c'est ça. Moi, je voulais les résultats. J'ai un ami qui cherche depuis peut-être un an et demi un temps partiel. D'accord. Juste un temps partiel. Juste la personne veut faire un temps partiel, son entreprise lui refuse. Elle a dit bah, je vais peut-être démissionner. Ils ont dit ouais, bah t'as qu'à démissionner. Il dit mais pourquoi vous me payez pas 2 fois moins cher, vous me donnez un temps partiel? Non, on veut pas vous donner temps partiel. Ouais, dans plein de domaines en France, c'est genre... Et pourtant, le domaine est hyper recherché. C'est un domaine hyper recherché. Ouais. Il ne peut pas trouver. Les gens veulent absolument l'avoir à temps plein. Je ne comprends pas cette logique. Vous avez besoin vous ne trouvez pas de gens et vous refusez quelqu'un qui veut travailler en temps partiel? Non, mais il y a une logique très étrange. Encore une fois, c'est un truc de maintien du statu quo, maintien des normes et tout. C'est vu comme complètement anormal de vouloir... puis en plus là, on parle de métiers genre très bien payés de l'heure, par exemple. Donc tu pourrais en fait vivre à peu près confortablement et tout en faisant un temps partiel. Et c'est littéralement introuvable dans certains domaines. Juste parce que c'est genre tellement en dehors de la norme pour les employeurs. C'est un peu bizarre. Donc pourquoi il y a des bienfaits alors? Alors, le premier des enseignements ne concerne pas les salariés, mais les entreprises canadiennes et américaines qui ont testé la semaine de 4 jours. À l'issue du programme, aucune des 41 entreprises n'envisageait un retour en arrière. Waouh. 41 entreprises. Aucune. Et ils ont tous gardé ce fonctionnement. Un constat qu'on pourrait qualifier de positif, d'autant plus que ces mêmes entreprises ont accordé une note de 8,7 sur une échelle de 1 à 10 à cet essai d'un nouveau genre. La satisfaction concernait notamment la productivité et les performances induites par la semaine de 4 jours, mais aussi la capacité de l'entreprise à attirer des employés. Bah ouais. Franchement, pour les entreprises, être attractif, faites ça si vous voulez être attractif. 2 participants au programme sur 5 affirment se sentir moins stressés. 4 personnes sur 10 déclarent avoir été plus investies sur le plan environnemental, que ce soit en matière de recyclage ou mobilité. Bah ça c'est évident. Si c'est une semaine de 4 jours, t'as déjà un jour de moins par semaine où tu vas faire les trajets aller-retour. Exactement. Et c'est du temps. Ouais, c'est des coûts... C'est du temps perdu dans les transports. C'est des coûts irrécupérables. Moi, je pense qu'on devrait indemniser le temps de trajet... Ça, j'aime bien. Des employés. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Les employés, quand ils sont dans leur transport, ils n'ont pas décidé d'être dans leur transport. Ils sont dans leur transport parce qu'ils le travail. Ils sont en train de se rendre au travail.
eux, dans leur journée, s'ils n'avaient pas besoin d'aller au travail, ils seraient pas dans ces transports-là. C'est Ils réel. seraient en train de faire autre chose de leur journée. Donc, on devrait indemniser le temps de trajet. L'entreprise devrait indemniser le temps de trajet. Peut-être pas au tarif du travail à l'heure de la personne, mais au moins au SMIC, je sais pas. Je pense que c'est déjà le cas pour certains travailleurs. Alors, il y a certains travailleurs dont on rembourse la moitié des frais de déplacement. Ouais. Moi, je Ouais, dis y a il faut ça. rembourser la totalité des frais de 100%, déplacement. ouais. Et en plus, il faut indemniser les déplacements, dédommager les déplacements. Pourquoi ce serait intéressant de faire ça ? Pour 2 raisons. Déjà parce que la semaine de 4 jours, on vient de voir qu'est bénéfique pour les employeurs et les employés. Ça serait beaucoup plus facile d'inciter les entreprises à le faire, puisque tu retires quand même une journée entière dans laquelle il y a des déplacements que tu dois payer toi-même quand même. Ouais, même en maintenant le même nombre d'heures Même en par maintenant semaine de le- travail, Ouais. puisque tu fais juste plus d'heures les autres jours. Et donc, en fait, ouais, t'as raison. Et en plus de ça, tu peux aussi inciter les entreprises à ouvrir des antennes parce qu'aujourd'hui il y a une centralisation folle. C'est-à-dire l'entreprise elle se dit bon bah de toute façon ils se démerderont dans les transports, moi j'en ai rien à faire que le mec fasse 3 heures de trajet le matin, 3 heures de trajet le soir. Je vais mettre une énorme QG à Lyon par exemple, Ouais. et ils ont qu'à tous venir directement. Là ça pousserait les entreprises à recréer des antennes comme il y avait avant, hein, dans les banlieues, dans des petites villes périphériques, etc. Plus décentralisé. Parce que ça coûterait beaucoup moins cher pour elles, parce qu'ils pourraient avoir de la main d'œuvre où ils n'auraient pas à dédommager autant les temps de trajet. Et en gros, plus, ça déconcentrerait les bassins d'emploi, enfin les lieux Bah de oui. travail, au lieu qu'il y ait Complètement. genre des quartiers où c'est que des bureaux, tout le monde arrive dans ce quartier-là et repart dans toutes les villes avec parfois 1 heure, 2 heures de trajet et tout. Ouais, non, Et franchement. Et ça augmenterait la productivité, parce que comme on le voit dans ce truc sur la semaine de 4 jours, en fait, les gens sont plus productifs quand ils se sentent bien. Je sais fou, que c'est hein. un peu débile, C'est fou, hein. mais les entreprises ne s'en rendent pas compte. Les entreprises, quand ils ont votre CV dans la main et qu'ils voient que ça durera 3 heures votre trajet le matin, 3 heures votre trajet le soir, ils se disent bon, c'est le bon profil, on le prend. Et ils comprennent pas que en vous faisant faire 3 heures le matin, 3 heures le soir, par rapport à un profil qui faisait 15 minutes, ils sont en train de perdre quelque chose de fondamental qui est que vous êtes endormi complètement en arrivant au travail Le et bien-être. que vous avez besoin d'aller chez le psy le samedi. Parce que votre semaine a été horrible. C'est tellement C'est vrai. une réalité. C'est tellement vrai. La santé mentale Et des travailleurs. Hein. Les entreprises sont beaucoup trop détachées du réel. Le réel, c'est que les gens, ils ont besoin d'avoir une semaine agréable pour pouvoir être productifs sur leur lieu de travail. Tu peux pas complètement ignorer la vie de la personne. Là, ils ignorent complètement. Ils se disent, bah, moi, il est dans mon... C'est un robot. Il est dans mon immeuble entre 8h et 18h. Il fait le travail que je lui ai demandé, c'est tout. Oui, genre il y a un tableau Excel, tu vois les horaires, la personne est là, de là à là. Non, mais c'est ça, il y a aussi cette culture du présentéisme, le truc de tu dois rester tard dans plein d'entreprises si tu restes pas jusqu'à la même heure que tout le monde, et parfois c'est des horaires délirantes, super tard et tout. Même si tu restes sur place, mais tu fais absolument rien de productif, hein. T'es mieux vu Oui. que si t'as été beaucoup plus productif, Ouais, mais juste ouais. t'as fini tout ce que tu devais faire Si à tu 14 carries heures. complètement l'entreprise sur ton dos et que tu sors à 16h Oui. au lieu de 17h, tu vas être recadré lors d'une réunion, tu vas dire tu lâches un peu trop Oui. la corde là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une culture tellement bizarre autour de ça en France. Et oui, quelqu'un nous dit la boucle est bouclée parce que quand tu sors du taf, tu vas boire pour te Oui, dire. pour oublier. Bah ouais, voilà. Et voilà, tout est lié en fait. Tout est lié, les gens. C'est Ah ce là qu'on là. vous dit. Taf que t'as obtenu parce que t'es un mâle blanc. On aurait dû prendre ça pour Et du le coup, le titre du podcast. On peut changer le titre après. On aurait dû mettre. On peut renommer l'épisode, t'inquiète. Non, c'est réel. Hein. Donc ouais, semaine de 4 jours, bah let's go. Hein. Moi je me rappelle vraiment quand j'avais... Parce que jusqu'à un certain moment, j'avais pas pris mes congés, là, comme je t'avais dit. Et quand j'avais que 4 jours par semaine, ça a complètement changé ma vision du travail. Parce que ça passe de 5 jours sur 7 de travail à 4 jours sur 7. Donc t'as 3 jours où c'est ton temps libre. Ça te pousse à repenser complètement ta vision de ta vie, ta propre vie, parce que quand tu fais 5 jours sur 7, les 2 jours qui te restent, ils sont juste là pour te reposer, le temps de reprendre. Quand tu fais 4 jours sur 7, t'as un vrai temps pour toi. Ouais. Moi, je connais des gens dans mon entourage, des fois je les perds pendant plusieurs mois.
parce qu'ils sont juste en mode automatique, parce que le travail est tellement dur. Ils sont en mode auto. Le week-end, ils récupèrent de la semaine. Ouais, tu fais une semaine de 40 heures. Ils sont comme ça non-stop pendant peut-être 2-3 mois, et au bout de 3 mois, ils disent merde, qu'est-ce qui s'est passé là? On est déjà en octobre. Ouais, un tunnel taf, quoi. Hein. Je pense qu'on a tous connu ça. Hein. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Puis après, de toute façon, la bataille pour le temps libre, pour le temps en dehors du temps contraint par l'employeur, ça pourrait pousser à embaucher des gens aussi, parce que bon. Ouais, répartir le travail. Un peu le temps. Moi, je suis pour une semaine de 4 jours, mais on bouge ni les salaires, ni le temps par jour. Hein. Ah. C'est-à-dire, on enlève juste 7 heures dans le. 5 heures, c'est combien? Je sais plus compter. Ouais, c'est 7 heures par jour. C'est 7, ouais. On enlève juste 7 heures dans la semaine. Semaine de 28 heures. Ouais. Let's go. Quel est le problème? Franchement, faisons-le. Hein. La productivité n'arrête pas d'augmenter. Les gains de productivité ont augmenté, genre je sais plus combien de fois plus rapidement que les salaires sur les 30 dernières années. Mais... Les entreprises ont de quoi payer. Et les gens largement. qui disent oui, mais les petites entreprises ne peuvent pas tenir. Les petites entreprises ne peuvent pas tenir si on fait ça, parce que les gens n'ont pas les moyens de payer en allant voir les petites entreprises. Si vous indemnisez les petites entreprises dans un premier temps, mettez en place le fait de diminuer le temps de travail et d'augmenter les salaires, etc. Ouais. Sur le moyen terme, les gens vont relancer l'économie et les petites entreprises auront de quoi tenir, non pas parce que les gens seront mal payés, ce qui est le cas actuellement, mais parce que les gens seront bien payés par les grosses entreprises et pourront du coup dépenser leur argent dans les petites entreprises. Mais bon, ça, en fait, si vous réfléchissez un peu, quand vous avez un peu plus les moyens, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous allez dans plus de petites entreprises autour de chez vous, vous faites plus de sorties. Vous partez peut-être, vous faites une pause et vous prenez des congés. Du coup, vous allez peut-être dépenser dans des restos, peut-être dans des endroits, etc. En fait, vous allez quand on faites marcher l'économie, quoi. Ouais, vous faites marcher l'économie. Mais on voit statistiquement que quand il y a des hausses de salaire, quand il y a des gains de pouvoir d'achat, les gens, il y a certaines consommations qui immédiatement reviennent beaucoup plus fréquemment. Ouais, le coiffeur, c'est un super exemple. Cinéma, etc. Bon, cinéma, c'est pas tout le temps des petites entreprises, mais ça peut être des petites entreprises. Bah, c'est quand même des trucs locaux, quoi. Ouais, franchisés ou quoi, ouais. Donc, ouais, non, c'est... Puis, de toute façon, on a tellement d'exemples historiques de ce dont tu parles, hein, des relances comme ça économiques. Ouais. Enfin bref, venons faire la semaine de 4 jours, 28 heures par semaine. Ça marche, les gens. Bien. Ça marche, en fait. On a des études qui montrent que ça marche. 6 semaines de congés payés. Hausse moyenne de 15% du chiffre d'affaires. Attends. Je pose des trucs. Attends, on n'a même pas regardé ça, c'est encore mieux. Hausse moyenne. En vrai, on n'a pas regardé l'article, on dit de la merde depuis tout à l'heure. Quoi? Non, de quoi tu parles? Non, on a dit. On parle de nos quotidiens, on n'a pas regardé du tout l'article. Attends, hausse moyenne de 15% du chiffre d'affaires des entreprises testées au cours du programme. C'est ouf quand même. Est-ce que c'est pas le moment le même nombre d'heures et 15% de chiffre d'affaires en plus? Est-ce que c'est pas le moment d'aller voir vos collègues? Oui. De monter un syndicat et de réclamer ça auprès de votre patron en lui montrant que ça ferait des gains de productivité? Oui. Tentez-le, hein. Vous pouvez même le faire, même si vous n'arrivez pas à faire le syndicat, faites-le juste avec l'argument de la productivité en vrai. Hein. Ouais, faites le syndicat au moment où il dit non. Moment qui arrive dans tous les cas. Ah là là. Même son de cloche du côté des employés qui apparaissent également très satisfaits de cette expérimentation. 95% d'entre eux aimeraient aujourd'hui continuer sur ce rythme de travail. Waouh, 95%. Plus des 2/3 déclarent moins souffrir d'épuisement professionnel. Et là, on parle du même temps de travail. Tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'on a enlevé un jour, mais on a gardé le même temps de travail. Oui. Et il y a 95% qui est quand même satisfait. Rien que ça, c'est déjà énorme, quoi. Après, ça peut varier parce que ça peut être sur des entreprises où c'est pas un travail manuel, tu vois. Ouais. Je pense que ça peut être utile aussi dans un travail manuel de pas faire des longues journées, tu vois. Oui, c'est vrai. Ou par exemple, quand tu Dans ce cas-là, on diminue juste le temps de travail. Quand tu dois gérer des enfants, des choses comme ça, où tu dois rester alerte, peut-être les longues journées, ça peut être... Il faudrait réduire justement, parce qu'aujourd'hui... C'est pour ça que je préfère ta proposition de juste faire moins d'heures. Ouais. Aussi en même temps, quoi. Moins d'heures et faire payer les transports. Genre on fait tout d'un seul coup. Et on garantit les besoins vitaux. Et on garantit... Bon, ça... On fera ça mardi prochain. On a beaucoup de choses sur le... Le calendrier est rempli. Ouais. Ok, bon. Et est-ce que ce serait pas le temps de passer au segment questions-réponses? Carrément.
Carrément. Vous pouvez, pendant même le segment lui-même, continuer à poser vos questions, à faire des dons pour soutenir le podcast, nous permettre de vous proposer ce contenu et poser une petite question si vous le souhaitez. Vous pouvez juste faire un don aussi pour soutenir si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci. Du vrai contenu qui est proposé quand même. En fait, c'est les deux seules possibilités. Vous pouvez soit faire un don en ne posant pas de questions, soit faire un don en posant une question. Les deux seules options que vous avez à votre disposition. Non, mais c'est hyper sympa pour tous les gens qui font des dons pour nous permettre. Nous, on est parti sur notre lancée avec ce podcast. On espère, on est des entrepreneurs. On espère que sur le long terme, ce sera viable et que ça nous permettrait de le faire sur le très long terme. On va tout faire pour que ce soit un succès. On est déjà en train de le faire. On est déjà en train de le faire, mais c'est sûr qu'il va falloir en parler à vos amis, il va falloir faire du bouche à oreille, etc. etc. Le soutien de la commune. Si vous avez les moyens, faire un petit don en posant une question, ça aide énormément. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et le font. Merci. D'ailleurs, on a pas mal de questions cette fois-ci. Questions. La dernière fois, on n'avait qu'une. Là, on a 2-3 questions, c'est cool. On a plus de questions, mais elles sont aussi assez deep, quoi. Hein. Ouais, on s'en gardera peut-être pour la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Déjà, première question qui a été posée pendant le podcast, parce que on prend en priorité ceux qui sont posés pendant le podcast, parce que les gens sont sans doute ici même à écouter la réponse, donc on fait ça pour vous. Question pour le podcast. Pensez-vous qu'il faudrait, et si oui, à quel point, collectiviser la recherche sur les intelligences artificielles? PS, quelle est l'IA qui écrit les tweets de Mulch? Non, on va pas parler de mes tweets sur ce podcast. N'en parlons pas. Bonne question, cela dit. Alors, ouais, bonne question. Pensez-vous qu'il faudrait, et si oui, à quel point, collectiviser la recherche sur les IA? Donc, genre, avoir que de la recherche publique, en gros, hein, ce serait ça? Collectiviser la recherche sur les IA? C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Parce qu'on pourrait aussi dire que les entreprises qui font de la recherche, les entreprises privées qui feraient de la recherche sur les IA pourraient aussi être des entreprises possédées et gérées démocratiquement par les travailleurs, des coopératives. Non, je pense que là, il parle plutôt de toutes les entreprises qui font de l'IA, que leurs données soient publiques et puissent être gérées par l'État ou quelque chose comme ça. Alors, sur les données publiques, là, est-ce que je suis d'accord avec ça? Les entreprises qui font de l'IA, est-ce qu'elles doivent mettre toutes leurs données en public? Ça voudrait dire quoi? Genre tout le code en open source? Moi, je pense que, en fait, un truc qui serait bien, c'est que tu puisses techniquement faire tourner les modèles qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie, que tu puisses le faire tourner sans dépendre des entreprises privées. En fait, moi, c'est ça qui me dérange actuellement, c'est que les intelligences artificielles qui existent, tu es obligé de dépendre d'une entreprise privée et donc ils peuvent couper l'accès directement, ils peuvent récupérer toutes les données. D'ailleurs, les gens, si vous-même vous utilisez aujourd'hui des outils comme ChatGPT ou autre, ne mettez pas de données privées là-dedans. Mauvaise idée. C'est officiellement, même OpenAI eux-mêmes disent, ne faites pas ça, nous lisons tous vos messages. Ouais. C'est officiel, nos employés c'est même pas caché. Lisent tous les soirs vos messages. Ne mettez pas de données privées, ne laissez pas comprendre où est-ce que qui vous êtes, quel est votre point de vue, enfin des choses comme ça. Mais du coup, l'usage des intelligences artificielles, du coup, devient beaucoup plus limité au moment où ça dépend complètement d'une entreprise privée, notamment une entreprise privée américaine qui est donc soumise aux lois américaines qui font que toutes les données de toute façon peuvent être requises par l'État américain. Totalement. Il y a aussi l'idée que les modèles utilisés sont le fait qu'elles n'appartiennent qu'à une entreprise, ça peut créer une situation où l'entreprise elle est en avance sur les autres et du coup je sais pas trop comment le dire, mais il pourrait y avoir un cas de figure où carrément une entreprise devient complètement... Là, ce qu'a proposé OpenAI avec ChatGPT et GPT-4, c'est déjà assez avancé. Si on commence à aller plus loin, on arrive à des stades où peut-être il y a une entreprise qui peut techniquement
faire 80% des tâches, tu vois. Donc, ouais, juste on a résolu le problème de tout automatiser, c'est une entreprise qui l'a fait. Je pense que le problème, c'est pas est-ce qu'il faut collectiviser la recherche sur les IA. Je pense que la recherche sur les IA, c'est cool que des acteurs privés la fassent ou des choses comme ça. Mais je pense que les bienfaits qu'on obtient grâce aux découvertes, mais pas que dans les IA. Ouais. Pareil, par exemple, les caisses automatiques au supermarché. Ouais. J'ai pas envie de me dire merde, il y a quelqu'un qui se fait virer. J'ai envie de me dire cool, il y a quelqu'un qui peut moins travailler parce qu'il n'y a plus besoin de passer des articles devant un code barre. Ouais, il faut permettre à quand il y a des innovations technologiques, etc., qui émergent du privé. Que ce soit bénéfique pour le public. Voilà, que ce soit bénéfique. Et du coup, il faut mettre en place des... Et pas bénéfique pour une entreprise. Des politiques, ouais. Donc moi, je serais... Oui, peut-être qu'à terme, si une entreprise... Moi, c'est ce que je dis aussi pas mal, c'est si une entreprise commence à faire des bénéfices outre mesure, en fait, ça peut vouloir dire qu'elle est en train de démontrer qu'il y a un monopole privé qui est en train d'apparaître. Oui. Et du coup, oui, à terme, si une entreprise a complètement fait des bénéfices outre mesure grâce à l'intelligence artificielle, ça peut être bien de penser à la nationaliser à terme, puisqu'il s'agit en fait d'un monopole qui devrait être du coup public, car démocratiquement géré. Moi, par exemple, sur tout ce qui est recherche sur Internet, Google, etc., je comprends pas. Genre, ça y est, l'algorithme a l'air de fonctionner. Pourquoi une entreprise... Genre, pourquoi c'est une entreprise privée, pourquoi tout ça est pas public, les acteurs qui essaient les acteurs qui essaient de rentrer pour créer un moteur de recherche, un site de vidéo comme YouTube, le truc est déjà en place et fonctionne. Donc il faudrait qu'on ait, et là par contre on part dans des questionnements qui sont beaucoup plus politiques et idéologiques que techniques. Il faudrait qu'on ait un système qui systémiquement pousse à ce que les entreprises qui font des bénéfices outre mesure deviennent naturellement des biens publics qui servent au plus grand nombre. Donc, avec des systèmes de taxation où je ne sais pas trop comment on pourrait s'en sortir, pour qu'à terme ce soit des possessions publiques possédées par l'État, quoi. Toi, ce que tu avais proposé, ce serait que en fait, l'impôt annuel sur le patrimoine, qui est un impôt annuel sur le patrimoine, et il s'exerce aussi sur les actions d'entreprise. Et donc que l'État soit obligé, que l'entreprise soit obligée de, quand elle atteint des tailles critiques qui démontrent qu'elles sont en train d'exploiter un besoin qui devient un monopole, peu à peu deviennent des propriétés de l'État. Ambitieux, hein, mais franchement, ça peut être une bonne solution. Donc pour répondre à cette question, est-ce que les IA doivent être collectivisées ? Je pense que n'importe quelle innovation, à terme, ne devrait pas nous faire peur. Non. Elle devrait nous rendre heureux qu'on diminue la charge de travail, puisque ça serait un bienfait pour tous. Je vois ce que t'as fait. Non, mais moi je suis aussi d'accord avec ça, hein, sur le fait que il faut laisser quand même l'initiative privée. Moi, je pense que si t'as envie de commencer un projet de recherche sur l'IA de façon privée, il faut que tu et la liberté de le faire en t'associant avec des gens, en le faisant collectivement. Parce que on connaît aussi, il y a certaines contraintes qui viennent avec le public. Donc si tu devais forcément le faire en répondant à des exigences du domaine public, donc être fonctionnaire peut-être dans une institution, dans une université, un centre de recherche, des choses comme ça. Voilà quoi, il y a des considérations avec la bureaucratie, des choses comme ça. Il faut aussi se rendre compte que les gens feront de la recherche sur ces sujets-là. Ouais, comment on va empêcher les gens de le faire, genre chez eux en fait. Enfin... Donc je suis assez d'accord globalement avec toi. Bonne Après, question. petite... Je vais peut-être faire un peu d'affolement. Attention, la hot take du podcast. Je pense que si on met pas en place une forme de socialisme avant qu'on automatise toutes les tâches grâce à des intelligences artificielles, on est mal. 80% de l'humanité sera poussée à la famine, en fait. Est-ce que c'est vraiment une hot take, ça ? C'est un fait. C'est un peu logique, en vrai. Hein. C'est un fait. Si techniquement, les propriétaires des moyens de production peuvent construire des systèmes où ils peuvent se passer de main-d'œuvre pour continuer à produire et à proposer en vente,
Bah, juste tout le monde n'aura plus de job, quoi. il n'y aura pas besoin des gens qui travaillent. Il y aura juste une caste qui ont des titres de possession. Je possède telle usine qui Je fonctionne. possède ce réseau d'entrepôts Voilà. Amazon 100% automatisé Exactement. avec zéro humain à aucun moment qui livre tous les produits de tous les humains. Et il y aura d'autres gens qui n'auront pas ces titres de propriété, qui vont dire bah, maintenant je travaille dans quoi ? Et ils vont avoir aucun moyen de valoriser leur force de travail. Oh, sauf peut-être. Ouais, il y aura juste encore plus de chômage Peut-être de des masse artistes, qu'aujourd'hui. peut-être des artistes y arriveront. Ouais. Mais la plus grande majorité des gens, ils seront là en mode Bah, actuellement en France, il y a autour de 20% de chômage si on prend les chiffres de Pôle emploi. C'est-à-dire tous les demandeurs d'emploi, c'est genre littéralement environ 6 millions de personnes, ça fait 20% de la population active. Donc, ouais, en gros, on verrait encore plus, quoi. Ça monterait à 30, 40, 50. Et... Moi, j'y venais, on essaie de mettre en place une forme de socialisme, c'est-à-dire une forme de redistribution de l'appareil productif avant que une minorité de la population puisse automatiser et se libère du besoin de main-d'œuvre, en fait. Hein. Ouais, parce que ça va arriver. C'est quand même, c'est ce qu'ils essayent de faire. Dystopie, hein. Ouais. C'est ce qui. Enfin, on peut pas. Et c'est ça le pire, c'est on peut pas reprocher à des acteurs individuels d'essayer d'optimiser leur rendement. Bah, c'est ce qui est dicté par le système actuel. C'est-à-dire que les gens évoluent. Le problème est systémique. Ouais, les gens évoluent comme les lois leur permettent de le faire, comme la culture Toi, leur imagine tu payes un indique de jardinier. le faire, etc. Ouais. Imagine tu payes un jardinier. Ouais. Tu le payes, je sais pas, 50 € de l'heure. Ouais. Parce que c'est un grand jardin, c'est un bon jardinier, tu sais, je sais pas. Ce jardinier, bon, 50 € de l'heure, il vient toutes les semaines pour 2 heures pour arranger ton jardin, ok ? D'accord. Bon, t'as pas de jardin, t'es littéralement dans un 20 mètres carrés. Imagine, faut beaucoup d'imagination, ok ? On utilise notre imagination. Ok. Il vient toutes les semaines pour 2 heures, ok ? Ça te fait quand même 200 € par mois. C'est ça, ouais. Je sais pas calculer, hein, mais Disons que c'est ça, ça vas-y. fait 400 €, je crois. C'est pas grave, vas-y, juste continue. Si on vient de voir et qu'on te dit, bah, regardez, on vient de sortir un robot jardineur, ça vous coûte 1 000 €, c'est garanti 5 ans, vous pouvez le mettre, etc. À qui tu reproches d'acheter un robot jardineur ? Ça va être fait automatiquement, ça coûte moins cher. La personne va sans doute l'acheter. C'est logique, ouais. Est-ce que cette personne est malsaine ? Non. C'est juste qu'on est dans un système aujourd'hui où, quand on a une innovation qui fait baisser le temps de travail de la globalité de la population, ça ne revient pas à une diminution du temps de travail des individus au sein de la population. On a mal géré la mise en place de notre système. On a merdé. Question pour le rendez-nous, c'est quoi le capitalisme ? Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre la question d'avant et cette question ? T'as kiffé la transition ou pas ? Non. Je suis en plein milieu d'une phrase. Bah, du coup, je pense qu'on a répondu à la question. Ça s'est épuisé un peu. Le capitalisme. Quel est le capitalisme ? Comment définir le capitalisme de façon stratégique pour convaincre un maximum de gens d'en sortir ou de le changer ? Ah, j'aime bien ça. Bah, franchement, je pense que le cadre que tu as posé juste avant va être un des plus utiles. Ça veut dire que moi, je dirais que le capitalisme, c'est un système économique où la majorité des moyens de production sont la propriété lucrative d'une petite minorité de possédants. Parce qu'après, on pourrait parler du fonctionnement du marché, de la liberté d'entreprendre et tout. Souvent, on met ces concepts-là dans le capitalisme. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je veux un système économique différent, plus proche de ce qu'on a décrit juste avant. J'aurais du mal à le qualifier de capitalisme tellement ce que je veux est différent du système actuel qui, lui, est le capitalisme. Et donc, c'est pour ça. Et moi, dans ce système-là, il y aurait encore des marchés, la liberté d'entreprendre et ces choses-là, quoi. C'est pour ça que moi, j'inclurais pas vraiment ces critères-là pour définir le capitalisme. C'est plutôt vraiment la propriété privée lucrative des moyens de production. Je pense, finalement, la transition était bienvenue parce que est-ce que le capitalisme, c'est justement un système dans lequel... Est-ce qu'on pourrait pas le définir justement comme un système dans lequel une issue possible est que une minorité, comme tu dis, une minorité de personnes pourraient posséder tous les moyens de production et les gens ne pourraient plus techniquement accéder aux ressources. Un système économique qui laisse cette possibilité ouverte, quoi. Ouais. Si ça permet d'arriver à ça, c'est qu'il y a un problème, quoi. Tu vois, ce serait
la personne nous demande une manière stratégique d'en parler. Je pense que d'exposer aux gens que actuellement une minorité de personnes possèdent les moyens de production et que les moyens de production peuvent technologiquement être automatisés et donc mène à ce qu'une majorité de la population ne peuvent plus techniquement obtenir des ressources. C'est vrai que là, c'était pas convaincu par ça. C'est un bon... C'est... Ouais. Après, j'ai aussi... je pense qu'aussi, ce qui peut être stratégique, c'est d'expliquer l'aspect de l'exploitation. Parce que j'ai l'impression quand même que quand on dit aux gens... Les gens sont pas à l'aise avec ce concept. Hein. Les gens sont pas à l'aise a priori, mais quand on leur dit... Il y a des gens qui sont dans le déni. Hein. Ouais, mais des gens sont dans le déni aussi par rapport à ce que tu disais avec l'automatisation. Hein. Vu que c'est le futur, c'est plus facile de l'imaginer. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est tu as été exploité depuis 30 ans, 40 ans. Les gens ont du mal à le vivre comme ça. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens, ça a été dur de leur parler parce qu'ils voulaient pas admettre qu'ils ont été exploités, eux. Ouais, parce que ça remettra en question trop de choses. Ouais. Tout. Après, il y a aussi l'aspect de se dire... regarde, en fait, tu te fais littéralement voler une partie de la valeur que tu produis par ton employeur tous les jours. Ouais, dans ce cas-là, faut même pas parler de capitalisme quand tu parles de cette manière-là. Ouais, juste tu indiques le problème, quoi. Faut dire. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens, si tu convaincs la personne, qu'elle se fait arnaquer. Ouais. Non, ça peut être pas mal. Et la personne, et quoi, je me fais arnaquer pourquoi, machin. Si, tu t'es arnaqué. Et tu lui montres, genre, littéralement le bilan comptable de l'entreprise. Tu lui dis, regarde, il y a X milliards tous les ans qui vont aux actionnaires. Ça, c'est toi qui l'as produit, cette richesse-là. Tu penses que c'est littéralement, je sais pas, Bernard Arnault sur son yacht toute la journée dans son jet privé. Pour revenir sur la question, tu vois. Pour revenir sur la question, parce que les gens, ils ont pas envie d'avoir le sentiment de se faire arnaquer. Ils se disent quoi ? Ça peut être stratégique. Ouais, non, je suis d'accord. Et du coup, pour revenir sur la question, je pense que ça peut être bien d'expliquer du coup que c'est la propriété lucrative. Mm-hmm. Et que ça peut mener à une situation, si on automatise les travaux, le travail, qu'une minorité peut survivre et une majorité peut littéralement mourir. Ça, je trouve que c'est parlant. Et que dans ton entreprise, de demander à la personne, mais toi, quand tu fournis un travail, est-ce que tu obtiens de ce travail, ce que tu as fourni, est-ce que tu obtiens une juste rémunération par rapport à ce que tu as fourni ? Et là, la démonstration, comme tu as dit, elle est assez simple. Puisque tu dis juste, attends, il n'y a pas des bénéfices qui sont faits. C'est bien du fait de ton travail, les bénéfices. Pourquoi t'en vois pas la couleur, etc. C'est ça. Après, ça peut être bien. Ouais. Je pense qu'on a plutôt bien répondu à cette question. C'est bonne question, en vrai. Très bonne question. On a une autre question. Oula. De Libéric. Ça, je pense que tu vas aimer celle-là. Question pour le podcast. Que pensez-vous du système Nutri-Score ? Et pensez-vous que dans votre système, il existera encore ? Par exemple, quand on se fait à manger chez soi. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci pour la question. Et pour le don. J'ai du mal avec votre système. Est-ce qu'on pourrait pas dire notre système ? Notre système à nous tous. Le Nutri-Score. Moi, alors, sur le Nutri-Score, il y a un truc que j'ai jamais compris sur le Nutri-Score, c'est je veux une bouteille d'huile d'olive. Je regarde le Nutri-Score, il y a écrit D ou F ou je sais pas c'est quoi le pire truc. Le concept même, c'est que ça soit une huile et que ça soit littéralement juste des lipides que je mets pour cuisiner. Attends, c'est pas celle-là ? Et ça peut être genre hyper sain en fait. Enfin, tout le monde cuisine avec des produits qui sont purement un groupe alimentaire et donc quel est le sens de me dire que c'est malsain de faire ce choix ? Ok. Absurde. L'autre jour, j'ai eu une bouteille d'eau Nutri-Score B. Oh non. Ah, ça va. Ils vont trop loin. Ils vont trop loin avec ça. Alors le Nutri-Score, oui, énorme problème avec le Nutri-Score. On peut donner un score nutritif à propos d'un régime alimentaire. Un régime alimentaire, on peut noter ce régime alimentaire. Ou un repas. Et encore, ce régime alimentaire, on peut le noter selon la personne qui le mange. Ah. C'est tellement particulier la nourriture. Il y a des gens qui ont besoin de plus de calories que d'autres. Il y a des gens qui ont besoin de plus de mais il y a des gens qui ont besoin même de plus de nourriture différente. Il y a des gens qui sont intolérants à certains produits. Il y a des gens, nutritivement parlant, ils assimilent mal tel ou tel nutriment. Ouais. Et on peut noter un régime alimentaire.
est-ce qu'on peut noter un aliment? Difficilement. Moi, je pense que ça peut être sympa le Nutri-Score quand c'est des plats préparés, par exemple. Ouais, je suis assez d'accord que le concept pour les plats préparés, ça me semble quand même utile. Et encore, la manière dont le Nutri-Score est décidé est assez arbitraire et bizarre. J'ai essayé de comprendre le Nutri-Score un jour, j'ai eu énormément de mal. Ah non, c'est impossible à comprendre. J'avais essayé de lire les règlements, C'est très dur. C'est 400 lignes de règles super bizarres qui ont l'air d'être en grande partie arbitraires. Je pense que la construction a été influencée par les lobbyistes européens, mais je suis pas les sûr. marques ont le droit de le mettre ou de pas le mettre. Ouais. Les marques sont pas obligées de mettre le Nutri-Score. Donc je pense que, comme quelqu'un l'avait dit plus tôt dans le chat là, que j'avais vu passer, moi je pense que l'alcool et la cigarette, on a des clairs signaux comme quoi c'est pas bon pour la santé. Et je pense que ce serait plus informatif et plus pédagogique de clairement dire ce qui va pas dans le produit au lieu de mettre un score. Si dans le produit il y a techniquement du sucre ajouté, Ouais. il y a du sucre dans ce produit et ça provoque le diabète à long terme. Du sucre ajouté comme ça. Il y a du maïs transformé. Ouais, tu mets clairement sur le produit des messages qui correspondent au problème qu'il y a dans ce produit. Ce problème a beaucoup de sodium, machin. Et si le produit c'est de l'huile, selon un truc standardisé. Voilà. Si le produit c'est de l'huile, au lieu de mettre ce produit c'est de l'huile, c'est horrible. Non, tu mets l'huile doit être utilisée en accompagnement ou pour la cuisson. Voilà. Tu mets des pastilles informatives sur les produits. Tu dis clairement, tu informes la personne. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Moi, parfois, si on me dit pas, je me prends un verre entier, 30 centilitres d'huile et je le bois, quoi. Faut quand même informer les gens. À consommer avec modération. Tu peux prendre un verre, mais seulement 3-4 centilitres. Est-ce que... Par contre, je pense que c'est quand même mieux c'est quand même une avancée de l'avoir mis en place, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors... Parce que déjà, ça met dans l'esprit des gens le fait de s'intéresser à ça. Et comme tu dis, pour les plats préparés, moi, je suis désolé, je préfère... Genre, par exemple, quand je veux surgeler et j'ai des pizzas et j'ai genre... avant, j'avais juste plein de pizzas avec plein de prix différents, etc. Oui, non. Maintenant, j'ai le Nutri-Score, voilà, je prends quand même la pizza ananas, jambon ananas. On est en train de parler d'un système existant et comment l'améliorer. On n'est pas en train de dire ce système, on doit l'enlever par rapport au fait qu'il n'y ait rien. C'est comme par exemple, là, si tu me parlais des petites cases à propos des nutriments qu'il y a sur les produits, je te dirais c'est une catastrophe. Ils te mettent des portions, tu sais même pas s'ils te parlent de 100 grammes ou de 200 grammes, du produit égoutté ou pas. Moi, je comprends jamais quand je regarde des pâtes, quand tu regardes les calories, etc. Est-ce que c'est après cuisson avec l'eau ou est-ce que c'est juste une pâte directement dans le sachet comme ça? On ne sait jamais. J'avoue, j'ai jamais pensé à ça. Attends. Parce que la cuisson transforme du thon. Attends, la dernière fois j'ai failli vraiment défaillir. D'accord. Du thon en conserve à l'huile d'olive. J'imagine juste bien fait pour tous qui j'étais à 2 doigts de tomber par terre. Une petite canette de thon et qui s'évanouit en essayant de comprendre. La conserve de thon à l'huile d'olive, le bilan calorique qu'il y a sur la boîte, c'est une fois égoutté. Attends, une fois égoutté? Mais c'est une fois que t'as enlevé l'huile. Ah non, c'est l'huile. Ah oui. Attends. Mais du coup, si tu l'ajoutes dans un plat, tu le mets avec au moins genre une en partie général, de l'huile, quoi. En général, il y a l'huile, tu gardes l'huile, Ouais, tu le rinces pas sous l'eau. C'est de l'huile d'olive, ils te le vendent en disant à l'huile d'olive. Donc et c'est de l'huile d'olive. Tu le laisses dans le plat, on est d'accord. C'est pas un truc, tu vas rincer l'huile. Ça n'a aucun sens. Et du coup, l'huile n'est pas contenue dans le bilan calorique de ce produit. Tu dois toi-même calculer si j'ajoute l'huile. Enfin, c'est. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de catastrophes avec l'alimentaire. Par contre, je suis content qu'on ait cet indicateur sur les produits. Et c'est pareil pour le Nutri-Score. Je pense c'est bien d'avoir ça en plus. C'est des premiers pas. J'ai peur que ça obfusque. Moi, j'ai peur que ça obfusque. En voulant vulgariser, on est sur une situation où je sais pas du tout ce que ça veut dire B ou A. Et du coup, A, c'est tu vas pas mourir littéralement en mangeant. Demain, on change le Nutri-Score. Et parce qu'un lobby dit le sucre maintenant c'est bien pour la santé parce que c'est de l'énergie, ça te permet de bouger. T'en sais rien, mec. C'est bon, tu vas pas remettre en question est-ce qu'un lobby peut pas faire ça, ok? Ils ont dit que la cigarette était bonne pour la santé à une époque. Demain, on dit c'est bon, et maintenant le Nutri-Score ça rajoute des points dans le Nutri-Score de mettre du sucre dans ton produit. Tu vois quoi, toi, en tant que consommateur? Il y a plein de produits qui passent de B à A. Et tu continues à dire celui-là est mieux.
Ouais, non, j'avoue. Oh, ce produit est mieux qu'avant. Non, j'avoue. Ils l'ont déjà changé, le Nutri-Score, t'étais au courant? Ouais, j'avais vu passer l'info. Et si t'avais pas vu le J'ai changement même pas d'info, compris, j'ai pas compris. t'as même pas changé. T'as même pas compris le changement? Non, j'ai essayé de Et comprendre. tu continues de dire, ah bah cette pizza Bah, est mieux puisque bah oui. c'est A au lieu de B. Tu vois, c'est ça le problème selon moi. C'est on te demande A ou B. Et tu sais pas laquelle prendre, tu vois, c'est ça le problème. Oh non. Ouais, Tant qu'on est sur l'alimentaire, je peux mettre une petite anecdote. carrément, vas-y. Sur le- Continue. Go off. Cherchez des produits où il y a marqué au blé complet. Cherchez par exemple du Les pain pâtes, de mie, les pain pâtes de au blé mie, complet, non? pain de mie au blé complet, Ouais. biscottes au blé complet aussi. Cherchez ces produits-là. Ce qu'on comprend quand on dit au blé complet, c'est que c'est fait avec du blé complet. On est d'accord? Ouais. Genre le blé, la graine, le grain de blé, il y a encore la coquille et tout. Au blé complet, en fait, eux, ils l'interprètent comme si tu disais aux pépites de chocolat. Il y a du blé complet dedans. Non. Si. Regarde bien quand tu prends un truc au blé complet, Mais non. je t'assure. Regarde les ingrédients, regarde la proportion de blé complet. T'es pas en train de faire la désinformation sur le, J'ai trouvé 8%, sur le rendez-nous. j'ai trouvé 8% une fois. Il y avait que Attends. 8% de blé complet dans le produit. Et c'est du pain? C'était des biscottes au blé complet. Genre, c'est du blé pas complet et il y a juste des petites graines de blé complet. Ils rajoutent dedans Rajouter. des écosses de D'accord. trucs. Regardez, faites l'expérience. Faites l'expérience, prenez un pain de mie au blé complet et regardez quel est le pourcentage de blé complet qu'il y a On nous dedans. ment, on ne dit pas tout. Bref, Non, mais il y a des problèmes. Hein. Mais je suis d'accord que globalement, il faut il y a un besoin de pédagogie supérieure sur la nutrition et de l'alimentation. moi je serais chaud qu'il y ait juste marqué ce produit Mais tu trouves pas qu'à l'école provoque le même, diabète Ouais. sur des petits tu trouves pas qu'à écoliers. l'école même, on t'apprend pas correctement comment Oh, ça marche. Ah, faudrait un cours entier, faudrait Les gens une heure sont par semaine de sous-informés sur toutes ces nutrition. choses, ouais. La nutrition est tellement importante, il faudrait une heure par semaine de nutrition pendant, je sais pas, pendant peut-être la primaire c'est un peu tôt, pendant le collège. Au collège, t'as une heure de nutrition. On avait ECJS, on apprenait qu'il fallait traverser la route. je sais Qu'on pas était quoi. dans un état de droit et que la police Ouais. n'était pas violente et tout. Ouais. Sur ce, faites-vous bien des tartines en attendant Let's go. et on se donne rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Allez, à plus!